Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons débattre de l'actualité, une actualité qui est placée évidemment sous le signe des élections présidentielles qui se profilent avec notamment la primaire écologiste et puis des promesses qu'on voit poindre un peu partout. On parlera aussi d'un livre qui vient de paraître, qui est celui de ce professeur de philosophie de Trappes, qui vient de faire donc paraître ce livre qui s'appelle Lettres d'un hussard de la République. Et livre qui paraît au moment où des élections municipales vont à nouveau avoir lieu à Trappes après l'annulation de celle qui avait eu lieu en mars dernier. Et puis nous évoquerons aussi d'autres sujets d'actualité avec Laurent Mazori. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous êtes adjoint au maire d'Elancourt et président de TV78, j'ai tout dit. Tout à fait. Et contribuable. Et contribuable. Précis et honnête. Et forcément. Enfin, j'espère. Oui, j'en suis sûr. Jean-Charles Lajoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur. On dira un mot de Wahala. Ah oui, alors superbe livre. On peut le dire tout de suite. On peut le dire là et puis après. On peut en revenir deux fois. C'est Thierry Bonneau. Thierry Bonneau, colonel de gendarmerie, qui était 4 ans en poste au Cameroun et qui nous raconte ce qui se passe au Cameroun. Oui, c'est un livre qui a lieu au Cameroun. Voilà, ça a lieu 100% au Cameroun et surtout dans la partie anglophone du Cameroun, qui est une partie sécessionniste. Et c'est assez sanglant et assez... voilà, c'est une vision du Cameroun assez saisissante, et en tout cas pour ma part, que j'ignorais à peu près. Voilà. Ah oui, c'est un polar. Il y a un ingénieur français qui se laisse embarquer dans ces luttes camerounaises. Ça s'appelle Wahala et c'est donc aux éditions Lajoie. Absolument. À côté de vous, Nelson Gaspard, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, vous êtes membre de l'UNI, qui est un syndicat plutôt de droite, on peut le dire. Oui, ça, hein, tout à fait. Même de droite, quoi. L'objectif étant de faire reprendre à la France sa capacité d'avoir un contrôle sur l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que l'enseignement supérieur doit transmettre des savoirs, des compétences, et que l'idéologie n'y a pas sa place, surtout des idéologies qui vont à l'encontre des intérêts nationaux. D'accord. Vous n'êtes pas un islamo-gauchiste. A priori, non, hein, je pense pas. Mais donc, ce que je sais, c'est qu'il ne sera probablement pas d'accord avec Quentin Desmaires. Bonjour. Bonjour. Enfin, je pense, hein, comme ça, On verra. a priori. J'ai des a priori, mais on verra s'il se vérifie. Vous êtes conseiller municipal à Guyancourt et vous êtes membre du Parti communiste. Voilà pourquoi je disais que vous n'êtes probablement pas d'accord. Et puis avec nous, en visio, un jeune communicant qui est Félix Deltour, et vous êtes membre du bureau départemental des JAM 78. JAM, c'est Jeunes avec Macron, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Et alors, il y a des étudiants et il y a un professeur aussi. C'est Vincent Couronne, bonjour. Bonjour, un ancien étudiant. Ancien étudiant, évidemment. Vous êtes fondateur des Surligneurs. Et les Surligneurs sortent aujourd'hui un livre passionnant. Alors, on y consacrera une émission d'ici quelques semaines sur la politique et la religion. C'est ça? Exactement, tout à fait. C'est un ensemble de brèves, en fait, d'une trentaine de brèves qu'on publie sur les erreurs ou les erreurs en fait juridiques que font les politiques sur la religion, ou les promesses juridiquement intenables aussi qu'ils peuvent faire sur la laïcité. Voilà, donc ça sort effectivement aujourd'hui, et c'est dans toute bonne librairie. D'accord. Et nous y consacrerons une émission début octobre sur ce thème de la politique et la religion. On va aborder évidemment les présidentielles, mais peut-être avant, il y a une étude qui est assez intéressante sur le vote des jeunes, et un livre qui paraît aux éditions des Arènes qui s'appelle La Fracture, de Frédéric Dabi et de Stewart Shaw. Alors c'est vrai que le premier phénomène sur le vote des jeunes, c'est l'abstention. On avait vu que ça, 64% aux dernières élections, dans la majorité, dans la totalité de la population, c'était 84% chez les jeunes, c'était déjà 70% au présidentiel. C'est absolument énorme. Je vais peut-être commencer par vous deux, qui êtes désengagés, au fond. Hein. Qu'est-ce qui fait que, au fond, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique et ou considèrent que les élections ne servent à rien? Quentin Desmaires. Si je dois commencer, Allez-y. je pense que la jeunesse est très engagée, comme on peut le voir, au niveau associatif et au niveau sur plein d'autres mobilisations. Ils sont présents.
Et je pense que ce qui manque aux jeunes, c'est l'impression de peser vraiment dans le débat public, et notamment des victoires. Moi, je prendrai un exemple qui me marque beaucoup, parce que ça marque aussi les générations un peu légèrement plus vieilles que moi. La question du CPE, par exemple, dernière grande mobilisation qui a fait que la jeunesse, en se mobilisant, en retrouvant l'esprit collectif, a réussi à gagner, c'était le CPE, pour faire reculer ce projet de loi. Et depuis ce CPE... CPE, c'est pas d'hier. Hein. Et justement, il n'y a pas eu de vraie victoire des jeunes qui se mobilisent depuis le CPE. Et le problème est là, c'est que les jeunes, ils se rendent compte depuis 2006 qu'à chaque fois qu'ils sont mobilisés, ils n'ont jamais réussi à obtenir gain de cause. Et ce qui crée des déceptions et ce qui perd la confiance en l'action collective. Nelson Gaspard. Alors, on va avoir un point d'accord. Donc, vous voyez, Voilà, on commence déjà par un point d'accord. mais Ça va être sur... T'es plein d'a priori, vous savez. Ça va être sur celui de l'impact que les jeunes veulent avoir sur la politique. Et c'est pas que les jeunes, parce que l'homme est un animal social. L'homme, il veut pouvoir partager ses idées, ses convictions. Il veut que ces convictions puissent impacter le monde qui l'entoure, tout simplement. Alors, au-delà de ça, il faut reprendre le vote. Le vote en démocratie, qu'est-ce que c'est ? Il y a deux fonctions du vote. Il y a le vote libre, donc le libre choix de ses représentants ou de se porter comme tel. Alors, à ce titre-là, quand vous êtes un jeune il faut un certain devoir d'interprétation. Essayez de vous mettre dans la peau d'un jeune qui ne s'intéresse pas du tout à la politique partisane. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on vient vous voir ? Est-ce qu'on essaye de prendre en considération vos idées, vos projets, votre vision, qui sont d'ailleurs bien souvent opposées aux visions que certains se font dans le milieu politique à l'intérieur de leur cercle de réflexion. Vous pourriez totalement enrichir leur réflexion. Donc, passons. Faisons abstraction, disons que vous avez adhéré, alors que personne n'est venu vous chercher et essayer de vous comprendre. Une fois que vous avez adhéré, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour impacter sur le monde qui vous entoure ? Vous n'avez aucune solution. On ne vous laisse rien faire et, comme je vous le disais, comme j'ai essayé de vous le démontrer, on veut avoir un impact sur le monde qui nous entoure. C'est pour ça que les jeunes se tournent souvent vers le milieu associatif, sauf que le milieu politique est le meilleur milieu pour avoir un impact à grande échelle. Et c'est là où on va aller sur la deuxième facette de ce vote, c'est qu'il doit être à la fois libre, mais il doit être à la fois motivé. On doit comprendre pourquoi on vote tel candidat. Et par des renoncements politiques, par plusieurs phénomènes, surtout des phénomènes où les vrais enjeux sont cachés, alors des phénomènes internes comme notre part de souveraineté sur notre droit interne, donc avec le... Oui, mais là, je comprends votre analyse, mais c'est un peu global. On pourrait dire ce que vous dites pour les gens un peu plus âgés. Mais c'est pour ça parce qu'il y a un phénomène qui est quand même intéressant, c'est que, regardez les présidentielles, tous les candidats ont un programme sur les jeunes. Tout le monde parle des jeunes. En gros, tout le monde parle des jeunes, sauf les jeunes eux-mêmes. Sauf les jeunes eux-mêmes. Moi, je voulais quand même réagir sur le fait de dire par rapport à notre ami à ma droite, c'est que moi, j'aimerais que les jeunes se déterminent pour plutôt que systématiquement contre. Et c'est un petit peu ce qui manque, en fait. Je trouve qu'on est souvent dans la réaction et on est un petit peu moins dans l'action militante. Et moi, ça fait plaisir qu'on ait des jeunes ici qui sont engagés, peu importe le bord, qui sont engagés pour la société, pour exprimer des idées, pour porter des projets. C'est là où, pour moi, c'est à vous de les entraîner. Il faut que vous puissiez entraîner tous les autres jeunes avec vous, quel que soit votre engagement politique, parce que c'est comme ça qu'on peut peser. Quand on s'exprime toujours contre, on bâtit pas grand-chose. Moi, c'est un petit peu ma déception. Après, on doit quand même être optimiste. Quand on est le local, on est en contact d'énormément d'associations, aussi bien moi dans la partie culturelle à Lancourt que la partie sportive à 50-ans-Yvelines. Il y a énormément de jeunes dans les associations qui sont actifs. Et je trouve que c'est quand même un bel engagement. C'est vrai qu'il y a je partage ce un point. engagement associatif. Il y a souvent un engagement d'ailleurs écologique associatif aussi. On va parler aussi tout à l'heure de la première écologique. Félix Deltour, votre sentiment là-dessus? Mais je suis assez d'accord sur le fait qu'on crée des programmes qui parlent des jeunes, mais qui ne sont pas réellement à la fois co-construits et en même temps faits pour les jeunes. Je prendrai un exemple, et c'est assez vrai, et vous le mettez dans vos différentes études. Le Front National a tendance à mettre énormément les jeunes en avant dans son programme, en mettant également beaucoup de jeunes en avant dans sa structure. Il suffit de voir des profils comme Jordan Bardella, mais au final, les jeunes ne se retrouvent pas forcément, puisqu'on parle d'eux, mais on ne parle pas avec eux, ni pour eux. C'est le constat qu'on peut faire dans tous les partis politiques et une organisation comme les jeunes avec Macron, mais qui existe aussi les jeunes du Parti socialiste, les jeunes républicains. Il faut réussir non pas seulement à parler des jeunes, mais à faire parler les jeunes. Et donc en les mettant plus en avant dans les décisions, mais également dans cette préparation de la campagne de 2022, je pense que l'enjeu, ça va être de faire parler des jeunes, des propositions pour les jeunes.
mais ça pose des questions aussi de porte-parole et de vecteurs de communication. Je vous redonne la parole. Vincent Coron, est-ce que, au fond, les jeunes ne se disent pas que la réalité se passe peut-être ailleurs que dans la politique? Est-ce que c'est pas ça la vraie? Si, exactement, Patrice, je pense que vous avez tout à fait raison. Au-delà des analyses politiques qu'on peut faire sur le désamour des jeunes pour la politique, je pense que, et là je vais prendre ma casquette un peu de chef d'un média, de directeur d'un média qui lutte contre la désinformation, Oui. c'est l'usage en fait des médias que font les jeunes aujourd'hui. Il y a une étude Kantar-Sofres qui a été faite en 2021 sur la confiance des Français dans les médias et qui montre qu'aujourd'hui 34% des Français s'informent principalement via Internet. Ça, c'est les Français dans leur ensemble. Les moins de 35 ans, c'est 66%. Ce qui fait que je pense que le fait que les jeunes se détournent des élus pour aller vers l'action plutôt de terrain est aussi le reflet en fait du désamour des jeunes pour la presse traditionnelle et les médias traditionnels. C'est-à-dire qu'ils s'informent essentiellement via Internet, via les réseaux sociaux, où ils retrouvent qui? Des associations, des jeunes, leurs proches, leurs voisins, etc. et avec lesquels ils s'organisent et ils agissent. Et donc ça, c'est je pense, un élément aujourd'hui fondamental de l'engagement politique qui se fait en dehors des institutions classiques, traditionnelles, parce que ça se fait désormais plus à partir des réseaux sociaux. Jean-Charles Lajoie, puis après, je crois que... D'abord, je suis assez de l'avis de notre ami. C'est vrai que Quentin. les jeunes, on les entend beaucoup plus être contre quoi que ce soit, contre beaucoup de choses que pour quelque chose. Donc ça, c'est gênant, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on parle des jeunes, c'est vraiment une sorte d'amalgame. C'est comme si on parlait des vieux. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un jeune de campagne, un jeune universitaire à l'UVSQ, un jeune travailleur, etc. Pas grand-chose. Donc de toujours globaliser comme ça. C'est vrai, mais bon. Non, mais On a des études là-dessus. Voilà, mais c'est quand même pas très pratique. Et ensuite, là où je trouve qu'on peut quand même faire un reproche, alors là, aux jeunes en règle générale, c'est quand j'entends ce que dit Vincent Couronne en disant les jeunes s'informent sur Internet. Et les jeunes n'ont qu'à lire la presse existe. On est dans une démocratie, il y a une presse écrite, une offre absolument extraordinaire, quasiment unique au monde en France, avec un éventail de presse qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, et sans aller ni à l'extrême droite ni à l'extrême gauche. On a quand même des journaux de droite, des journaux de gauche, des journaux centristes, etc., qu'on peut lire sur Internet. Mais moi, je le vois avec mes étudiants, ils ne lisent rien, ils sont là. Et pourquoi est-ce qu'ils ne lisent rien? Alors après, on peut toujours dire, bah oui, c'est dramatique. Mais ils n'ont qu'à lire. Les jeunes, je veux dire, ils ne sont pas complètement abrutis. Je veux dire, non, mais c'est trop facile de dire, on ne sait pas. Je veux dire, mais non, mais si, on peut aussi leur dire, prenez-vous en main, faites quelque chose, sortez un peu, je veux dire. Arrêtez toujours de vous plaindre. Oui, mais pourquoi ça... Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'empêche un jeune de lire Libération, de lire Les Inrocks, ou de lire Le Figaro? Pourquoi ça ne les intéresse pas? C'est ça qui est là. Est-ce que vous lisez la presse? Vous vous informez comment? Par la presse, par des livres, pour ce qui est un peu plus ancien pour le coup. Oui. Après, les réseaux sociaux, ça permet d'avoir de l'information rapide, mais qu'il faut toujours recroiser par la suite. C'est très important, mais... Quentin? Après, quand on parle des réseaux sociaux, il ne faut pas oublier que les jeunes sont aussi abonnés aux grands journaux sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, par exemple, on peut suivre sur son fil d'actualité les posts de Le Monde et avoir déjà un premier goût de ce que c'est. Donc, les grands médias, et ce qui n'empêche pas de cliquer, et pourquoi pas s'abonner pour pas très cher quand on est étudiant. Et ce qui me fait rebondir juste sur une petite chose, quand on dit que les jeunes sont souvent contre. Quand on est contre, on est aussi pour. Quand on est contre le CPE, on est pour aussi l'égalité dans le salariat et pas avoir des mini-contrats de travail pour les jeunes. En fait, aujourd'hui, dans les dernières réformes qu'on a proposées aux jeunes, c'était baisser leurs droits quand ils entraient dans le monde du travail, c'était baisser leurs droits quand ils vont à l'université. On leur propose que des baisses. Donc au bout d'un moment, oui, ils s'opposent parce qu'ils veulent aussi un monde plus joli. Ils savent qu'ils sont dans un pays riche, ils veulent qu'il y ait moyens qui soient mis en face pour avoir un vrai avenir. Je me demandais simplement si on avait fait cette émission en noir et blanc dans les années 60, si on n'aurait pas dit la même chose. En réalité, je me souviens quand même de 68, je me souviens de tout bruit, ils pensent qu'à danser, ils pensent qu'à faire la fête, c'est les blousons noirs, ils s'intéressent pas à la politique. Ou alors si, il y avait toujours, comme ici, des gens passionnés par la politique, etc., en nombre restreint, plutôt intellectuel, plutôt parisien, etc. Le découpage entre la province et Paris existait déjà. Moi, juste, j'aimerais savoir, peut-être Vincent peut nous le dire, Corinne, est-ce qu'il y a des statistiques de l'époque? Parce que je rappelle aussi qu'à un moment donné, on avait le droit de vote à 21 ans, pas avant. Donc, est-ce que la frange 18-21, si elle avait voté dans les années 60, est-ce qu'elle aurait voté? Est-ce qu'il y aurait eu 66% d'abstention? C'était une France un peu compassée. En fait, je vais plutôt être optimiste. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, le taux d'abstention est important, mais je ne suis pas certain que pour autant, les jeunes ne s'intéressent pas
plus peut-être que dans les années 60, à la vie du quotidien, à la politique, au sens noble du terme, à la vie de la cité. Moi, j'ai le sentiment en réalité qu'on s'y intéresse plus. C'est peut-être moins exprimé dans les votes, Oui, il y a parce qu'il y a d'autres une faisceaux. autre forme d'engagement. Je probablement. pense, et quelque part, Patrice, ensuite on vieillit, on vote un peu plus, et ben pourquoi pas, après tout, ça peut être aussi un mode d'engagement, il est un petit peu moins démocratique en apparence, mais je pense qu'il l'est tout autant, en fait. Je suis optimiste pour une fois. Absolument. Vincent, vous avez un éclairage sur ce que demandait Laurent? J'ai pas de statistiques particulières, mais je pense qu'il y a deux paramètres particulièrement importants à prendre en compte quand on essaye de comparer les années 60-70 à aujourd'hui. C'est que c'était une époque aussi de croissance extrêmement importante et constante jusqu'au premier choc pétrolier, et c'était très facile de faire des promesses et de pouvoir les tenir derrière. Déjà, ça, d'un point de vue politique, ça change énormément la donne. Aujourd'hui, on est dans une politique beaucoup plus contrainte budgétairement, donc évidemment c'est pas pareil. Ça fait moins rêver, évidemment. Et l'autre paramètre, c'est qu'il n'y avait pas à l'époque Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et il n'y avait pas aujourd'hui à l'époque, ce qu'on a aujourd'hui à la fois de ce qu'on pourrait dire de pervers un peu dans les réseaux sociaux, ce qui fait que vous êtes dans cette espèce de bulle de filtre qui fait que vous êtes essentiellement entouré de propos qui vous ressemblent, mais cet effet peut-être parfois positif qui fait que comme vous êtes entouré de vos proches sur les réseaux sociaux, notamment via Facebook essentiellement, vous voyez beaucoup de posts de vos proches, ça peut vous inciter à l'action. On a démontré par exemple que le mouvement des Gilets jaunes était né au lendemain d'une modification d'algorithme par Facebook et qui faisait qu'on favorisait les posts des proches au détriment de ceux des médias. Oui. C'est intéressant. Puisqu'on parle des jeunes, il faudrait arrêter de parler de Facebook parce qu'il n'y a plus un jeune sur Facebook. Donc, non, mais je veux dire, c'est plutôt un média de gens un peu plus âgés. Voilà, non, mais si le paramètre c'est Facebook et si vous parlez des jeunes, là, on se trompe complètement. Là, je veux dire, donc, pour en revenir à ce que disait Laurent, moi, c'est le souvenir que Chaque génération a son. vivement que c'est 21 ans pour pouvoir voter. Oui, voilà, bien sûr. Bien sûr. Alors peut-être que 18 ans, c'est peut-être trop tôt finalement. Je crois que Jean-Charles est beaucoup sur TikTok, il me semble. voilà. J'aimerais rebondir sur un point, si vous voulez bien. Rapidement. Rapidement, alors c'est pour ça que j'essaie de vous démontrer qu'on a plein de contraintes intérieures et extérieures qui empêchent le vote, mais c'est parce qu'on est face à un phénomène de société qui commence où, à mon avis, qui commence du passage des partis en partis de masse en partis de cadre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes vont dans les associations car chacun peut s'investir dans les associations et avoir un impact, alors qu'aujourd'hui, dans les partis politiques, c'est un repli sur soi, on décide entre quelques-uns et les jeunes n'ont pas leur place. Ouais. C'est ce qu'on appelle aussi la politique de la file d'attente. Vous avez intérêt à ce que le précédent prenne sa retraite et généralement elle n'est pas à 60 ans avant de prendre votre place. Oui, c'est ça. Et puis il faut un peu... Je suis bien d'accord avec vous. Pour dire les choses comme elles sont, il faut un peu fermer sa gueule quand on est militant et attendre comme ça qu'on soit promu et qu'en effet les autres laissent la place. Je peux revenir juste très rapidement sur ça. Enfin, je pense que des maires, pas au Parti communiste, vous allez nous dire. Mon parti a beaucoup été attaqué à l'époque pour son centralisme démocratique. Enfin, aujourd'hui, dans mon vécu, moi, ça fait c'est vrai qu'il a changé. Hein. Ça fait 7 ans que je suis au Parti communiste, j'ai toujours eu ma voix dedans, j'ai toujours pu dire clairement ce que je voulais, jamais été menacé ou quoi que ce soit. Donc on peut vivre aussi... Et vous êtes élu. Et je suis aujourd'hui élu, ils m'ont fait confiance en plus, même quand je parlais librement. Donc vous êtes aussi moins nombreux au Parti communiste que dans d'autres partis, donc c'est peut-être plus facile d'y faire son que moins d'autres partis. Beaucoup de partis aujourd'hui sont plus bas que nous. Moi je remarque quand même... Bon, j'avais quelque chose à dire, mais j'ai oublié. Non, mais c'est intéressant quand même. On peut rebondir là-dessus, parce que quand je parle du passage de parti de masse en parti de cadre, en effet, le RPR dans les années 80 était à 900 000 adhérents, presque 900 000 adhérents, 855 000. Le Parti communiste, dans les années 70, était à 500 000 adhérents. On voit aujourd'hui un Parti communiste à 40 et quelques mille adhérents. Le descendant du RPR a une centaine de milliers d'adhérents. On voit très bien qu'on s'est replié sur un entre-soi et nous d'ailleurs les primaires qui répondent à la crise en effet de ces partis politiques qui ne sont plus capables de choisir eux-mêmes leurs propres candidats. Et donc on va aborder justement cette présidentielle avec la politique, avec peut-être une foire à la démagogie qui s'ouvre avec des propositions à droite à gauche. Alors il y a eu dimanche le résultat du premier tour de la primaire écolo, avec deux qualifiés, donc qui sont Jadot et Sandrine Rousseau. C'est assez intéressant. Alors, les commentaires sont un peu les mêmes, c'est-à-dire que cette propension des écolos à choisir plutôt le candidat qui fera le moins de voix, généralement. Et c'est vrai que
il y a une radicalité, en tout cas, qui s'est exprimée dans ce choix, puisque Sandrine Rousseau était la candidate la plus radicale parmi les écologistes, Jadot étant celui qui, probablement, s'il était désigné, ferait le plus de voix et qui s'adresse à toute la société. Elle s'adresse plutôt aux militants. Comment vous allez analyser ces résultats, justement, Laurent ? Vous l'avez un peu dit, Patrice, c'est la radicalité contre la modération. Néanmoins, je rappellerai que tous les candidats écologistes se sont tous engagés à respecter, à faire appliquer la plateforme écologiste dans laquelle l'ensemble des futures mesures sont listées. Et il y a à l'intérieur un certain nombre de mesures assez radicales. J'entendais ce matin, par exemple, la création du statut légal des animaux. Ça paraît comme ça une petite blagounette, mais ça nous amène très rapidement à une forme de véganisme dans lequel, si on devait demain tuer des vaches, par exemple, on tuerait forcément des êtres juridiquement existants. On peut se poser les questions des déviances éventuelles. Après, il y a aussi un point qui est assez politiquement un petit peu inquiétant, c'est que Mme Rousseau, par exemple, ne s'est jamais cachée de ses proximités avec Jean-Luc Mélenchon. Donc derrière, on porte autre chose et quelque part, on éclate un petit peu le parti écologiste. Bon. Après, telles que les choses sont et ont pu être montrées ce week-end, on voit que les statistiques, d'un point de vue vote absolu, ne plaident pas en la faveur d'une victoire de Yannick Jadot. Parce que si on s'amuse à faire le report des voix, Éric Piolle, on a un peu l'impression qu'il est allé au bout. Donc, Delphine Batho, qui est une décroissante, Éric Piolle, qui est plutôt la gauche qui est, pour une écologie assez radicale aussi. Oui, en gros, si on regarde les choses, Sandrine Rousseau a de fortes chances d'être désignée, en tout cas. Et nous, on a de fortes chances de s'amuser, parce qu'avec Sandrine Rousseau, je vais dire, tous les jours, c'est une nouvelle déclaration farfelue, c'est quelque chose. Donc là, je veux dire, si je votais écolo, je serais un peu effondré de cette probable victoire de Sandrine Rousseau, mais en tant qu'observateur extérieur, je me dis, chaque semaine amène avec Sandrine Rousseau son lot de déclarations abracadabrantesques. Je veux dire, la dernière en date, c'était c'est mieux d'avoir les terroristes talibans chez nous, comme ça on peut les surveiller. Enfin, je veux dire, c'est une écologiste qui ose tout, et c'est à ça qu'on la reconnaît, quoi. Enfin, je veux dire, c'est l'écologie féministe et l'écologie décolonialiste, ce sont deux grands courants, deux courants importants de l'écologie d'ailleurs. Elle est effectivement effrayante, avec elle est radicale en tout cas. Non, mais mais la thèse, cette frénésie, c'est l'antispécisme, c'est les racisés, c'est le véganisme, c'est une société, c'est pas l'humanisme, c'est du fascisme. Mais oui, c'est toute la. Aucun parti n'a osé dire ce qu'elle dit. Notre ami du Parti communiste, par exemple, je ne suis pas communiste, mais au moins il y a des propos aujourd'hui qui sont humanistes pour une forme de république. On n'est bien entendu pas d'accord, mais ça porte quand même la France. Là, ce que j'entends, c'est terrible, quoi. Quand l'indigénisme, alors j'ai entendu dire, mais réellement dire, mon ennemi, c'est le mâle blanc de plus de 50 ans. Mais comment ça, je désigne des ennemis? Mais on a des gens qui désignent des ennemis aujourd'hui en France et qui désignent des ennemis qui classifient des gens dans des cases. Mais pardon. La cinquantaine, c'est on prend, on utilise, on jette. Et elle applique ce raisonnement à ce qu'on fait des ressources naturelles, mais aussi du corps des femmes quand elles sont violées, mais aussi du corps des... Mais Nathalie Arthaud va passer pour une modérée avec Sandrine Rousseau. C'est ça qui va être extraordinaire. Elle va dépasser sur l'extrême gauche. Votre sentiment là-dessus? C'est tout ce que l'on combat chez l'UNI. C'est il n'y a pas quelqu'un pour la défendre là, Sandrine Rousseau. Premièrement, c'est la division horizontale du peuple français. Pourquoi? C'est la division du peuple français parce que vous avez, comme il a été très bien dit, d'un côté les blancs, d'un côté les noirs. C'est l'anti-humanisme total. C'est de toute manière. D'un côté les femmes, d'un côté les hommes aussi, on pourrait dire. Oui, d'un côté les femmes, d'un côté les hommes, et ça peut se décliner sous plein d'aspects différents. Tout cela, ça découle de Sartre, tout simplement. Sartre, dont sa biographe dira à la fin de sa vie qu'avec les remords qu'il a eus durant la Seconde Guerre mondiale, il porte plus d'intérêt aux Noirs américains qu'aux prolétaires français. Et ça fait pas du tout rupture avec l'anti-humanisme et universalisme de Foucault. On est totalement dans la continuité. C'est semblable même aux indigènes de la République qui disent vouloir tuer Sartre pour pouvoir le remplacer. On ne peut pas tout à fait dire que Sartre était indifférent au prolétariat français. Il a été dans les usines, il était à Boulogne-Billancourt, etc. Donc, enfin bon, on ne va pas faire un débat sur Sartre. Entre Sartre et le CPE, ça ne nous rajeunit pas. Félix Deltour et Vincent Couronne. Félix. La question de cette primaire, elle pose aussi la mobilisation des militants d'Europe Écologie Les Verts. Ils sont environ 30 000 si on prend les derniers chiffres du parti.
Là, on voit qu'il y a eu à peu près 120 000 votants. Ouais. La question qu'on peut se poser, c'est qui est allé voter à cette primaire des écologistes. Et pour expliquer peut-être le résultat de Sandrine Rousseau, qui est la plus extrême, on peut soit penser que ce sont des gens qui sont pas forcément adhérents à Europe Écologie Les Verts, mais qui partagent une partie des opinions de la gauche indigéniste et écologiste, ou alors on peut aussi émettre l'hypothèse que des gens ont décidé d'investir, disons, 2 euros pour voir arriver un candidat à Europe Écologie Les Verts qui aurait le moins de chances possible, C'est possible. en tout cas de faire un score conséquent à la primaire, à la présidentielle. Et je pense que on va revoir le même problème qu'a Europe Écologie Les Verts depuis 30, 40, voire encore plus de temps. C'est que pour ce qui est des élections locales ou européennes qui portent sur des sujets spécifiques, ils arrivent à proposer une vision qui rassemble des gens en dehors de leur parti, arriver au présidentiel lorsqu'il faut construire un programme cohérent et réunir de Michel Rivasi anti-vaccin jusqu'au pro-nucléaire d'Europe Écologie Les Verts, ils n'y arrivent plus et ils se tournent souvent vers la candidature la plus radicale, celle qui attire à la fois ceux de l'interne et les sympathisants de l'externe. Oui, Quentin Desmaires, pardon. Moi, je vois deux choses aussi dans ce scrutin. D'abord, c'est la grande division de la famille ELV, puisqu'on a quasiment un quart sur chaque candidat. Oui. Donc, ça montre qu'il n'y a pas. Oui, un absolument. candidat C'est tous à 20, autour de 20%, moins de 30% en tout cas. Et on parlait de la question de l'engagement. Donc, moi, je suis militant et donc je suis extrêmement attaché à la démocratie dans un parti et donc aux droits qu'on a quand on est militant et quand on paie ses cotisations. C'est vrai que je suis toujours un peu triste de me dire, quand on est à ELV, qu'est-ce qui pousse les gens à devenir adhérents, puisque finalement, quelqu'un qui donnera seulement 2 euros, alors qu'on sait qu'une cotisation, c'est généralement plus, en donnant 2 euros un jour, on peut voter pour le candidat. Alors donc en fait, être militant au sein de ELV ou être en dehors, ça ne change rien. Moi, je suis quand même attaché à cette question de démocratie dans le parti. C'est la question des primaires. Oui, ça donne des on va droits. en parler d'ailleurs. Vous avez tout à fait raison. Quand on est adhérent, on a des droits. Et donc, Et il va être possible aussi de pouvoir participer au second tour en payant 2 euros entre les deux tours sans avoir participé. Je crois pas. Je au crois que premier. le collège électoral est fixé. C'est les mêmes. Hein. C'est Ça les a pas- mêmes ça a pas c'est été les mêmes qui. confirmé. Non, c'est les mêmes qui voteront au deuxième tour. Il fallait s'inscrire avant. Bon, en tout cas, on notera qu'à la primaire de la droite où François Fillon avait été désigné, il y avait des millions de 3 millions. participants. 3 millions de participants, tout à fait. Personne n'est allé justifier le choix des Républicains pour les plaindre en disant qu'il y avait peut-être une manipulation de millions de gauchistes à la primaire de la droite. Non. Après, il y a probablement, mais c'était marginal. Il y a probablement eu des gens qui préféraient que ce soit Juppé qui a été voté, Juppé qui n'était pas forcément des membres de LR. Mais ça a été tout à fait marginal. Et c'était des primaires qui avaient été, pour le coup, bien organisées. Même si après, on peut s'interroger sur les primaires, est-ce que ça ne favorise pas justement les candidats les plus radicaux, ce qui était le cas de Fillon en 2017, qui est le cas de Sandrine Rousseau aujourd'hui. Vincent Couronne ? Oui, moi, une petite remarque liminaire, c'est que nous, là, autour de cette table ou de nos écrans, nous sommes en fait en tant que mâles blancs. Absolument. Non, mais c'est une erreur d'aujourd'hui, mais ça sera corrigé vite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes les ennemis désignés de Sandrine Rousseau, donc du coup, je suis pas sûr qu'on soit les plus objectifs pour commenter ses propositions. Du coup, je me permets de botter en touche et donc de dire que, en fonction de la personnalité qui sera désignée par ELV, il faut penser aussi au coup d'après. Et est-ce que la gauche sera en mesure de se rassembler pour le premier tour de la présidentielle? Effectivement, si c'est Sandrine Rousseau qui est désignée candidate de Europe Écologie Les Verts, ça me paraît assez compliqué quand même qu'elle puisse se ranger derrière éventuellement Anne Hidalgo, qui est la candidate du Parti Socialiste. Ce matin sur France Inter. Voilà. Elle a dit jamais je ne rallierai Anne Hidalgo. Non, elle a dit qu'elle se présenterait, qu'elle irait jusqu'au bout. Oui. Après, ça veut pas dire qu'au deuxième tour, elle va pas appeler à voter Hidalgo. Elle a dit qu'elle ne voulait pas se réfugier. Parce que vous pensez Oui. que Non. Hidalgo sera au deuxième tour, Patrice Non, mais je Faisons pense. un loto tous ensemble. Mais une émission de fiction. Je continue ce que disait Vincent Couronne, et je pense que si c'est Sandrine Rousseau qui est désignée comme candidate verte, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la gauche. Ah oui. Vu comme C'est-à-dire que on voit bien les sondages. Yannick Jadot était plutôt devant le candidat socialiste ou la candidate socialiste. Si c'est Sandrine Rousseau, on peut estimer qu'elle fera 2-3%. Ah mais
Oui, pardon, Vincent. Oui, Vincent. Oui, et l'autre chose en fait que je voulais dire aussi, c'est que quand on dit que effectivement cette primaire c'est un petit peu la foire à la radicalité ou Ouais. une promotion à la radicalité, c'est pas très étonnant en fait parce que ces primaires ne font que refléter en fait la présidentielle qu'il y a derrière, et notre système en France présidentialiste fait que un peu comme des lessives alignées sur un rayon, ça sera celle qui va se vendre de mieux se vendre qui sera achetée, et donc il y a ce concours-là de la radicalité, il se retrouve derrière lors de l'élection présidentielle. Et donc, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on le voit déteindre en fait sur les primaires, même d'Europe Écologie Les Verts, qui est un parti qui est contre ce système présidentialiste. Alors, on va justement parler d'Anne Hidalgo, parce que c'est vrai que dans ces prémices de l'élection présidentielle, il y a comme ça des propositions qu'il faut parler, dont on ne sait pas si elles sont applicables ou pas. Et là, il y a notamment cette proposition d'Anne Hidalgo de doubler le salaire des enseignants. On a calculé le coût, c'est quand même 150 milliards d'euros dans un pays qui est quand même déjà surendetté. Ou alors on peut augmenter les impôts, mais il faudrait dire comment on les finance. Est-ce que ça vous paraît une proposition réaliste ou une proposition qui est juste faite pour faire parler de soi ? Laurent Mazori. Oui, alors première constatation, il y a un vrai décrochage de rémunération, effectivement, Oui. du corps enseignant général par rapport à la moyenne du corps enseignant européen. Ok, ça c'est clair. Deuxième constatation, quand on est à la tête ou quand on s'apprête, plus ou moins d'ailleurs, parce que c'est pas encore très clair, à être adoubé par le Parti socialiste comme candidat officiel, on doit parler à son électorat. Et évidemment, l'électorat du Parti socialiste, il est dans l'éducation nationale. C'est probablement le dernier électorat identifié qui reste au Parti socialiste. Donc on peut comprendre qu'il faille avoir un discours qui aille vers les professeurs pour arriver à faire au moins 5% des voix. C'est le deuxième sujet. Après, le troisième sujet, réfléchir à un doublement de la rémunération quand on est endetté à 2400 milliards, version basse de la version gouvernementale actuelle, mais on peut comprendre, il y a eu un plan de relance et on a dû effectivement, on a lu le quoi qu'il en coûte, mais encore heureux qu'on l'a quand même eu, parce que sinon on n'aurait plus d'entreprise, ou quasiment pas. Je parle même pas des TPE et de PME. Bon, on voit bien que cette mesure n'est pas financée, mais on en a eu d'autres à l'époque du Parti socialiste, avec le revenu minimum d'existence, dont on savait pas trop comment il se finançait. Donc on est dans la logique, et malheureusement, je pense qu'elle n'aura pas le monopole des propositions délirantes et qu'on va en voir arriver. Elle en aura certainement d'autres elle-même, et il y en aura d'autres par ailleurs dans d'autres partis. Voilà. Là, elle a quand même mis la barre assez haut. Ah ben elle a commencé très fort, mais il faut effectivement qu'on puisse parler d'elle. Vous savez, en face d'elle, elle a Éric Zemmour qui vend son livre. Et donc, vous voyez, il y a une forme de logique de commerciale et de marketing. On est dans le marketing, voilà. C'est complètement irréaliste. Justement, est-ce qu'on n'est pas dans cette logique d'une campagne présidentielle, de la campagne présidentielle, qui consiste souvent, il faut faire rêver, en gros, si on veut être élu. Et donc, est-ce qu'on n'est pas privilégie pas plutôt le n'importe quoi que le sérieux ou que le rationnel? Tous les candidats qui se présentent en vous promettant un torrent de larmes et de sang, en général, sont rarement élus. La dernière fois, on a essayé, vous vous rappelez, il y avait 2 surenchères. Il y avait, on va supprimer X centaines de milliers de postes de fonctionnaires, 10 000, 20 000, 30 000. Oui, mais après, rappelez-vous, à chaque débat, il y avait celui qui en rajoutait un petit peu plus. Et puis, il y a des sujets qu'on ne veut pas aborder, mais qu'il faudra aborder, c'est le nombre de constructions de places de prison, 20 000, 35 000, 75 000. Bon, alors, cette fois-ci, on essaie autre chose. On essaie effectivement, non pas de travailler plus pour gagner plus, mais on va distribuer, on va raser gratis. Enfin, on a ça dans toutes les campagnes électorales. Et dans le sens dont parlait tout à l'heure Vincent Couronne, c'est une forme de radicalité aussi. On a la radicalité de la proposition infinançable, rapidement démolie, qui a l'avantage par contre de tenir en un slogan très court, qui permet de passer sur tous les réseaux sociaux et dans toutes les médias. Et d'ailleurs, nous-mêmes, regardez, on en débat aujourd'hui, on en parle. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est très efficace. Il y a une corrélation évidente avec le niveau d'Anne Hidalgo dans les sondages et l'énormité de la proposition. C'est-à-dire qu'un candidat qui fait 7 ou 8% d'intention de vote, bah oui, elle aurait pu dire on va tripler le salaire d'ailleurs. Je veux dire, ça mangeait pas de pain. Oui, voilà, allons-y. Si on prend 2017, regardez Fillon. Personne ne regardait Fillon. Et puis un jour, il dit imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen. De ce jour-là, tout le monde l'a regardé. Il est monté dans les sondages et il a été finalement le candidat désigné de la droite. Quant à Desmaires, alors vous en tant qu'homme de gauche, au fond finalement proche probablement des enseignants, est-ce que c'est une proposition qui vous paraît réaliste? C'est vrai que je voulais quand même revenir sur la base. En 1980, un prof, il gagne environ 2 SMIC. Aujourd'hui, il est à 1,2 SMIC. Je veux rappeler qu'un professeur, c'est un bac plus 5.
C'est quelqu'un qui a l'avenir de notre pays entre ses mains. Oui, avec un concours très difficile. Avec un concours qui est difficile, avec des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles. Et on se plaint aujourd'hui, notamment dans nos villes populaires, qu'on manque de profs, il y a de l'absentéisme, et on nuit finalement à cette égalité républicaine entre tous les jeunes de France, parce qu'ils n'ont pas des gens qui sont vraiment qualifiés et qui ont vraiment et qui sont suffisamment rémunérés pour ce qu'ils font. Donc je ne veux pas revenir moi sur la question de doubler ou pas. C'est une question qui est pour moi plus économique, et je ne pense pas avoir les compétences non plus pour trancher le débat. Mais il y a quand même une vraie question de comment on prend en compte les professeurs et comment en fait on... Oui, il y a une vraie question derrière tout Parce ça. que la République, c'est avant tout ses professeurs, la République, c'est avant tout la formation de ces jeunes. Et donc, si on ne met pas derrière les moyens pour éduquer nos jeunes, bah forcément, on a une jeunesse qui va décrocher de la République. Et c'est là qu'on arrive dans tous les dangers dont on parlait tout à l'heure. Il y a une solution qui est peut-être plus simple, qui est la solution allemande, c'est-à-dire qu'ils sont mieux payés, beaucoup mieux payés que les Français, mais ils travaillent beaucoup plus. Ils ont beaucoup plus de présence dans les établissements. Est-ce que quelqu'un aurait le courage de dire aux enseignants on peut vous augmenter, mais il faudra travailler plus? On a quand même besoin de faire ses preuves parce qu'on a quand même le premier budget de la nation avec 5 milliards Oui, et demi. absolument. Je rappelle que le classement, on est dégradé tous les ans. Nous sommes 27e pays derrière la Roumanie en matière de résultats. C'est bizarre, oui. Voilà, donc quand même, il faut quand même se le rappeler. Et puis, j'entends notre ami, il a raison. Effectivement, il y a une partie des professeurs qui ont un concours d'entrée très difficile, mais la proposition s'adresse à l'ensemble du corps enseignant, y compris le personnel qui travaille dans les écoles. Donc, je rappelle que derrière, on a les ADSEM, on a etc., les animateurs. Et je rappelle qu'on a les maîtres d'école, dont aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils soient les mieux formés. Puisque à la limite, on pourrait tous être maîtres. Messieurs, bien sûr, ils sont à l'université, mais peut-être n'ai-je pas d'éducation, et peut-être que je peux être maître d'école si j'ai bac plus 2. Non mais on ne trouve plus personne. Et aujourd'hui, dernier point, on a supprimé les UFM avec Nicolas Sarkozy, on a réformé l'école normale supérieure, rappelez-vous, ce cursus. Et là, on est dans les hussards de la République dont on parlait tout à l'heure, et effectivement de gens qui étaient passionnés, qui savaient emmener avec eux des élèves. Aujourd'hui, ils ont disparu. Conclusion, nos écoles se sont vidées. Mais qui était difficile, mais qui était passionnant. Ouais. Et une partie des enfants ont été retirés pour mettre dans le privé parce que le public, effectivement, n'était plus à la hauteur, ce qui fait qu'on tire vers le bas le public. Enfin, commençons par rénover, effectivement, la façon dont on donne les cours, à reformer les professeurs, à donner des cours de qualité, à retrouver cet engouement et assurons aussi dans nos collèges le respect du professeur, ce qui est loin d'être gagné dans certains quartiers. Ici, on connaît les difficultés que l'on a et je pense que probablement notre ami de Trappes, vous en parlerez tout à l'heure, Patrice, pourra nous expliquer dans quel niveau de difficulté il se trouve. Avant de se dire qu'on va doubler le salaire, moi je suis assez d'accord sur le fait qu'à la fois, pour peut-être travailler plus, mais il faut travailler mieux surtout. Et pour travailler mieux, il faut donner les chances aux maîtresses d'école, aux professeurs, au personnel d'éducation, tel qu'il est aujourd'hui, dans la quantité où il est aujourd'hui, de remplir ses missions. Pourquoi on n'a pas assez de profs? Parce que le taux d'absentéisme est énorme. Mais pourquoi on a beaucoup d'absentéisme? Il y a certainement ceux qui ne veulent pas travailler, mais ceux qui ne veulent plus travailler. Parce qu'il y a aussi des professeurs qui n'ont pas envie d'y aller. Très difficile. Enfin, d'aller en phase de 35 dans certaines de nos classes, faut le savoir. Moi, je vais dans des collèges représentés 50 ans en Yvelines. Je vous assure que parfois, quand on arrive à l'entrée du collège, on n'est pas, même nous, on se dit pas, super, je vais au collège, je vais passer un bon moment, je vais passer la cour, je vais rentrer. Voilà, c'est avec une perte d'autorité et peut-être un manque de soutien aussi de la hiérarchie. Et pour finir, pour ne pas faire trop long, s'il y avait un sujet que les candidats devraient porter, c'est justement celui de la réforme de l'éducation nationale, pas le ministère de l'éducation nationale, l'entièreté de l'éducation nationale. Ça, c'est un projet d'un candidat à la présidentielle au-delà du doublement des rémunérations. Vincent Couronne, vous qui êtes enseignant, qui avez enseigné, donc vous êtes bien placé là-dessus. Vous savez très bien que c'est pas, on ne devient pas très riche quand on enseigne. Non, c'est clair qu'on ne fait pas ça pour s'enrichir. C'est intéressant d'ailleurs qu'on parle d'abord des enseignants du secondaire ou du primaire et pas du supérieur, qui eux aussi font partie des enseignants les moins bien payés d'Europe. Mais sur la rémunération des enseignants, je pense que ça cache aussi une différence majeure entre la France et l'Allemagne dans le système éducatif. C'est que le système éducatif doit subir, c'est tout simplement la géographie. L'Allemagne est un pays plus petit avec plus de monde. La France est un pays territorialement plus grand avec plus de zones rurales. Et bien une étude avait montré que cela nécessitait en France le fait qu'il y ait 20 000 établissements scolaires de plus qu'en Allemagne, du fait de cette géographie. Et donc, du coup, ça nécessite forcément des classes plus petites et des enseignants qui, etc., ont des formats plus petits, etc., dans des zones rurales. Et donc ça, c'est ce qui fait qu'en France, la gestion de l'éducation nationale coûte beaucoup plus cher qu'en Allemagne, où le poids du salaire en Allemagne est plus fort par rapport à la gestion. Voilà. Donc, avant peut-être de penser, de réfléchir à l'augmentation du salaire des enseignants, il faut peut-être réfléchir surtout, mais comme le disait Laurent, à réformer en fait ce système qui est très coûteux, effectivement.
Félix Deltour et après Oui, Gaspard. en 30 secondes, je dirais que pour revenir sur l'énormité, même si elle pose une vraie question sur le statut des enseignants et leur salaire, l'énormité de la proposition d'Anne Hidalgo, en fait, elle trouve sa racine dès l'élection municipale. C'est déjà une stratégie qui avait été mise en place par Anne Hidalgo, qui avait fait beaucoup de mesures choc pour Paris, de telle manière à rassembler l'électorat de gauche et aussi à obliger les candidats de droite ou du centre à aller toujours vers aussi plus de radicalité dans la contestation des propositions ou dans d'autres propositions. Et cette manière d'éclater l'électorat, c'est aussi une manière de le centraliser autour d'elle. Donc à voir si ça fonctionnera pour l'élection présidentielle, mais c'est une stratégie qui a déjà porté ses fruits pour les municipales, pour la candidate Hidalgo. Alors bien sûr, tout le monde l'a noté, on est dans l'effet d'annonce. Tout le monde l'a noté également, il faut réformer le système éducatif français qui est bien trop coûteux. Et j'irai même plus loin, on parle d'éducation nationale, mais ce n'est pas à l'école d'éduquer les enfants, c'est aux parents. Première chose. Et deuxième... Personne n'a dit le contraire là-dessus. Donc il faut se recentrer sur les savoirs fondamentaux et arrêter d'avoir un devoir sur 2 sur le développement durable, même si c'est une cause... très importante, quand on est dans le primaire en tout cas. Deuxième chose, il faut augmenter les salaires des enseignants, c'est sûr, de 10 à 20%, mais il faut avoir des gages derrière. Il faut par exemple que ces enseignants soient mieux formés pour pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap au sein des classes. Il faut arrêter la séparation systématique des élèves. Il faut pouvoir faire du dépistage dès l'entrée en primaire. Il faut pouvoir intégrer chaque étude. Dépistage de quoi ? Dépistage des handicaps visibles et invisibles de chaque élève. Il y a 80% de handicaps invisibles aujourd'hui à l'école. Une partie de ceux-ci sont placés dans des classes qu'on va dire Ulysse, donc ils sont séparés des autres élèves, même leurs cours de récréation sont séparés des autres élèves pour pas que les autres n'aient de crainte. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on pourrait intégrer tout à fait ces élèves-là à l'intérieur de classes classiques, mais par exemple seulement en mathématiques. Ou sinon seulement en français si c'est en mathématiques qu'ils ont des problèmes. Or, aujourd'hui, on est vraiment dans un système éducatif très coûteux parce que tout le système administratif français fonctionne pareil. On est dans un moule et il faut que ça fonctionne pour tout le monde pareil, sauf que ça ne marche pas. Et on a les mêmes propositions du côté du gouvernement, par exemple sur les infirmières et l'augmentation des salaires. C'est une très bonne chose parce qu'il faut qu'elles aient un meilleur salaire parce que c'est très compliqué pour les personnes de première ligne. Mais l'intérêt pour la France, c'est pas d'avoir des personnels mieux payés, c'est d'en avoir plus, c'est d'avoir une efficacité certaine, c'est de pouvoir avoir des rotations, des meilleures conditions de travail. Or, aujourd'hui, on est aux abois. Améliorer le système, hein, c'est ce que vous disiez. Je veux juste réagir quand même sur l'école, parce que je suis absolument pas d'accord sur déjà sur le fantasme de la moitié sur le développement durable. On n'est pas allé dans la même école sûrement, parce que moi, dans mon école, j'ai fait plein de choses, et j'ai pas parlé que de développement durable. On a parlé un petit peu. Bah, je la suis aussi, je suis aussi dans une école, enfin, en tant qu'élu, on suit des écoles aussi. Enfin, ce que je vois n'est pas non plus, on n'est pas à des délires comme ça. Et aussi, je vais quand même revenir sur les savoirs fondamentaux. Il faut quand même rappeler qu'on n'est pas tous égaux dans nos familles. Hein. Il y a des familles qui ont un capital culturel qui est énorme et d'autres qui n'en ont pas. Donc, avoir une école qui ne donne que les maths et le français, c'est dire qu'il y aura des enfants qui auront le droit d'aller à l'opéra, qui auront le droit d'aller au théâtre parce que leurs parents les emmèneront, et les enfants qui n'auront pas le droit. Donc, une école, évidemment que l'école, elle doit faire autre chose. À l'école, on doit faire de l'art, et je suis très heureux d'avoir fait de la musique, de la philosophie, d'avoir fait des arts plastiques. Vous avez tout à fait raison, mais grâce à l'école de la République. Totalement anormal. J'ai plus le chiffre en tête quand on voit le nombre d'enfants qui arrivent en 6e et qui savent pas lire. Ah oui. Je veux dire, voilà. Donc, il faut plus d'écoles. On est d'accord, il faut plus d'écoles. Il faut surtout mais c'est pas se focaliser. supprimer. Là, je rejoins notre ami. C'est vrai que d'apprendre à lire, ça me paraît quand même la base. Et il est totalement aberrant et que ça, c'est pas forcément la faute de Pierre-Paul ou Jacques. C'est aussi un peu la faute de certains enseignants. Il n'est pas normal qu'arrivés en 6e, des élèves ne sachent pas lire. C'est totalement aberrant. Effectivement, c'est juste qu'à la sortie, l'entrée en 6e, il faut avoir les fondamentaux, voilà. Lire, écrire, compter. Et effectivement, vous avez raison, à partir de la 6e, la partie du collège et du lycée, on rouvre sur l'ensemble des matières. Parce qu'en fait, la barrière, elle est que justement, les enfants ne peuvent pas progresser, parce que comme ils n'ont pas les savoirs fondamentaux, ils ne peuvent pas atteindre le reste. Absolument. Et il faut rester là-dessus. Et je pense qu'il faut... C'est tellement fondamental. On a tellement décrié à l'époque la réforme Haby du collège, etc. Alors qu'au contraire, il ouvrait sur tous ces savoirs. Mais il faut savoir lire, écrire et compter. Sinon, je ne peux pas comprendre mon texte. Voilà. C'est... Pour ça, je pense qu'on a les tous fondamentaux raison, d'abord et le reste après. Quoi. Voilà. C'est assez mais simple. encore faut-il qu'effectivement, on apprenne aux gens. Moi, je suis désolé, j'ai oublié le nom de cette méthode d'éducation que nous avons dans certaines classes.
où il n'y a plus de table, il n'y a plus de chaises, tout le monde est par terre. Rappelez-moi, parce que j'oublie toujours son nom. Il y a plusieurs Ce écoles. grand théoricien. Montessori. Magnifique, magnifique. Mais quand est-ce qu'on l'interdit? Mais quand est-ce qu'on interdit ça? Mais les classes Montessori, il y a des villes, c'est pas le cas à Elancourt, je sais pas si on a Guyancourt, j'en sais rien, mais je veux pas citer, je pense à une ville, elle est dans le Val d'Oise, Sannois, il y a plein de classes Montessori, et puis alors, il y a une espèce de contamination, c'est-à-dire quand vous avez 2 maîtresses d'école qui font du Montessori, les autres sont obligés de le faire, et tout le monde fait du Montessori. Mais vous avez essayé d'écrire et de lire par paire. C'est comme une méthode qui a fait ses preuves. Alors après, probablement pas une méthode pour tout le monde, probablement pas une méthode adaptée aux enfants, alors. exportable. Voilà. Non, mais, Oui, mais il y a des écoles Montessori pour ceux qui veulent, Voilà. après tout. Oui, mais là, je vous parle de classes Montessori dans l'éducation nationale, dans les écoles publiques. Hein. Mais surtout parce qu'il Je voudrais faut une formation incroyable pour être enseignant Montessori. Voilà. Allez, on arrête Ça sur ce improvise pas. sujet Voilà. parce que je voudrais qu'on parle. C'est passionnel, hein, l'école. Pour tout. On va parler d'un prof. On va parler d'un prof, Didier Lemaire, le prof de Trappes qui se livre. Alors Didier Lemaire, vous vous en souvenez, hein, c'était ce professeur de philosophie de Trappes qui disait qu'il avait été menacé quelques semaines après l'attentat qui avait coûté la vie à Samuel Paty. Ça a créé une polémique. Il a finalement décidé de quitter son enseignement à Trappes. Et là, il publie un livre chez Robert Laffont qui s'appelle « Lettres d'un hussard de la République ». Il dit, voilà, j'ai été professeur de philosophie à Trappes et j'ai petit à petit pris conscience d'une poussée de l'islamisme au sein de mon lycée. Dans un contexte d'attentat, j'ai constaté que ma relation avec les élèves, tout comme leur relation à la discipline philosophique, je me suis retrouvé dans une position où il m'était devenu très difficile d'enseigner la philosophie en classe. Voilà. Alors, c'est un livre qui n'arrive pas à n'importe quel moment, il faut le rappeler, parce qu'il y a une échéance politique qui va se dérouler à Trappes. Les élections municipales ont été annulées. Il y aura d'autres élections au mois d'octobre. Évidemment, ce livre arrive à ce moment-là, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est une affaire qui avait beaucoup fait parler, avec une division d'ailleurs de la société. Il y avait les pro-Lemaire, les anti-Lemaire, ceux qui disaient mais il ment, ceux qui disaient mais oui c'est vrai, on peut plus enseigner dans certains lycées. Alors au-delà de tout ça, dont on va bien évidemment parler, moi j'ai eu la chance, enfin, entre guillemets, d'avoir des étudiants qui avaient eu ce monsieur, parce que moi j'ai des étudiants de première année à l'IUT de Rambouillet qui m'ont dit nous on l'a eu comme prof l'année dernière. On l'a eu comme prof l'année dernière. Et pour eux, c'était un personnage, globalement, il y avait 5 élèves qui l'avaient eu en terminale. Au-delà de tout ce qu'ils pouvaient dire sur les problèmes spécifiques à la ville de Trappes, à l'islamisme, etc., eux, ce qui les choquait, et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi un problème plus compliqué, c'est qu'ils ne comprenaient strictement rien à ces cours de philo. Ah. Voilà. Et donc, eux, ils avaient déplacé le débat là-dessus en disant, mais comme on ne comprenait rien, ils nous parlaient... Il fallait se conduire comme des lions, etc. Et il avait un discours qui, visiblement, passait difficilement vis-à-vis de sa classe. Mmh. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça a probablement un peu discrédité sa parole sur le reste, parce que les élèves se sont dit, on comprend déjà pas ce qu'il dit là, alors quand il parle d'autre chose, voilà. Et puis, ça c'est assez intéressant. Et l'autre chose, c'est qu'ils se sont focalisés sur une erreur qu'il a reconnue, c'est qu'en fait, il avait assuré qu'à Trappes, il n'y avait plus de coiffeurs mixtes, et en fait, il y en a. Voilà. Et du coup, les étudiants aussi, là, ils se sont dit, il ment, parce que c'est pas vrai, il y en a. Ils m'ont montré les photos, m'ont dit, oui, il y en a là. Voilà. Donc voilà, sur une erreur qu'il a reconnue très vite, au bout de 4 jours, il a dit, oui, peut-être je me suis trompé là-dessus, mais sur le fond, il ne revenait pas sur ce qu'il avait dit. Mais voilà, c'est ces 2 éléments qui sont assez importants. C'est aussi la nature même du prof qui ne faisait pas forcément l'unanimité. Peut-être une question de niveau aussi, je ne sais pas. Laurent ? Oui, alors non, je me souviens de ma propre professeure de philo. Elle était un peu perchée aussi, parce que en même temps, on a tous ce premier contact. Alors, il y a quelques-uns, puis il y a le premier contact avec sa philo en terminale, et on a tous tendance à pas très bien ce que c'est. On ne connaît pas la matière, on ne connaît pas, effectivement. Souvent, ils s'engagent à vous dire comportez-vous. C'est vrai, ça va au-delà. Voilà. Bon, et souvent, il y a des philosophes qui sont des bons philosophes qui ne sont pas forcément des bons enseignants. Exactement. Oui, mais c'est un peu la différence. Faire de la philosophie, c'est pas enseigner. Mais c'est la philosophie, c'est pas l'enseignement, effectivement. Après, ça n'enlève rien à ce qu'il avait dit, à ce qu'on connaît, les problématiques de
vous vous projetiez, je ne sais pas si les téléspectateurs voyaient l'image du lycée de la Plaine de Naufle, on connaît les problèmes qu'on a au lycée de la Plaine de Naufle, on sait les difficultés qu'il y a, on connaît effectivement les tendances fortes qui s'affrontent là-bas, et effectivement les tendances alors islamistes ou religieuses ou culturelles, etc. Et les problématiques d'assimilation, d'intégration. Assimilation, c'est un mot horrible. D'intégration pour faire des citoyens français. On connaît toutes ces difficultés. Il en a été effectivement, à un moment donné, celui qui l'a révélé à Trappes. Et déjà à l'époque, dans un contexte compliqué politique. Mais quel que soit le maire de Trappes d'hier et quel que soit le maire de Trappes de demain, ces problèmes-là, ils existent, on les connaît. Et on est là, j'espère, en tant qu'élu, pour faire en sorte qu'ils disparaissent. Et pour faire que tous les trappistes de demain soient des citoyens au même titre que tous les habitants de la France. Et le creuset républicain, ce lieu fondamental qui est, on en parlait un instant... c'est ça, la vraie question, c'est la question de la présence de la République. C'est faisons des citoyens, des gens qui sont différents, et ça ne les empêche pas de penser différemment. Et on peut croire ou ne pas croire en ce que l'on veut dans la sphère privée ou dans la sphère publique sans faire preuve de la volonté de persuader les autres, de se rattacher à une religion ou même à une idée politique, mais faisons en sorte que le creuset républicain et citoyen soit le même pour tous. C'est ce qu'il a dénoncé. C'était l'incapacité qu'il avait de pouvoir porter cette parole-là. Peut-être était-elle trouble en tant que pédagogue, mais de pouvoir dire je ne me sentais pas en capacité de le faire, ni même en sécurité de le faire. Sécurité, voilà. Oui, ça. Et on peut pas nier, vous voyez, j'en parlais moi-même tout à l'heure en disant que parfois on a des craintes quand on va dans des collèges. Enfin, moi j'ai été dans un collège à Paris, un lycée qui était avenue Simon-Boulevard dans le 19e, et je représentais les élèves au lycée, j'y suis retourné pour des raisons professionnelles. Et donc je suis retourné dans mon propre collège, pas lycée. Et quand je suis dans le collège, le directeur du collège me dit « Oh là là, monsieur Mazory, descendez pas dans la cour, ça va être la récréation. » Je dis « Mais pourquoi ?»« Ah ben la récréation, tout le monde se bat, c'est très compliqué, c'est pas comme à votre époque. » Je dis « Mais pourquoi c'est pas mon époque, c'est le même collège, c'est les mêmes gens. » Je leur dis « Ah non, ça a bien changé. » Donc, après, il y a la sécurité, le sentiment d'insécurité. On va dire que le sentiment d'insécurité... Et le sentiment d'impuissance des mais oui, parce que je disais, mais ouais. enfin, moi, à l'époque, il y avait 2 pions descendus à la cour, ils auraient mis... C'était fini. Pas 3 baffes, mais 3 coups de pied au cul, et ça sera arrêté. On n'en est plus là. Ouais, on peut pas. Donc c'est là où il faut qu'on réagisse tous, qu'on se dise que, d'abord, on arrête de remettre en cause le constat. Voilà, ok, il y a un constat, et maintenant, on applique des solutions, et on essaie tous ensemble de mettre autour de la table pour trouver des solutions, comme on le fait dans les conseils d'administration des collèges, des lycées, comme le font certains professeurs, comme le faire les différentes opérations qu'on met en place pour faire en sorte que, effectivement, tout le monde puisse s'exprimer. Et il faut surtout, ce que dit cet enseignant, c'est, je comprends très bien son malaise, c'est qu'il est totalement anormal qu'un professeur de philosophie ne puisse pas débattre de tout dans sa classe. C'est le minimum, c'est le prérequis. On devrait parler de tout, absolument. Voilà, parler de tout. Et là, on ne peut plus, c'est vrai, parler de tout, parce qu'à chaque fois on dit « Ah oui, mais alors si vous parlez de ça, ça va mettre telle communauté mal à l'aise. Si vous parlez de ça, ça va créer un débat qu'on ne pourra pas gérer, etc. » Et ce n'est pas possible. Et donc là, on ne peut que le soutenir quand il fait ce constat-là. On ne peut plus parler de tout, n'importe où, et c'est totalement anormal. Quentin, des maires J'ai pas grand-chose à dire sur la situation. On est sur une ville qui a des problématiques qu'on connaît. Non, je ne sais pas grand-chose à rajouter. Vous vouliez intervenir sur ce sujet? On va noter une chose, bravo, il existe encore des coiffeurs mixtes à Trappes. On s'interroge déjà sur le sujet, c'est une première chose à noter. Parce qu'il l'avait dit. Non. Oui, il l'avait dit, mais on s'interroge quand même sur le sujet. On pourra aussi s'interroger sur le sujet que vous trouverez très rarement des femmes à l'intérieur des bars de Trappes. Mais il y a également d'autres phénomènes qu'on pourra observer. Moi, celui que j'observe, c'est celui de la politique de notre pays, parce que c'est la politique de notre pays qui peut créer, à un moment ou à un autre, des déstabilisations. Les déstabilisations n'arrivent pas toutes seules. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on importe une seule et même population, une seule et même culture, ou encore une seule et même religion, souvent c'est les 3 combinés, sur un même territoire. Il faut mettre des seuils, par exemple, de logements sociaux à l'intérieur des territoires. Il faut dire, par exemple, dans une ville, on ne met pas plus que 30 ou 40% de logements sociaux à l'intérieur d'un territoire. Comme ça, il peut y avoir une vraie assimilation. Comment vous voulez assimiler, sans la population d'origine, ou les populations qui sont là depuis bien plus longtemps, les personnes qui viennent d'arriver? C'est pas possible. Vous avez besoin d'être mis dans le bain. Et ce n'est pas le cas. Et on est face à une culture et à une religion qui a un droit propre, qui a une vision et une organisation de la société propre et qui a une position établie sur certains sujets. Alors forcément, quand vous mettez toutes ces personnes ensemble, il y a un endoctrinement de masse et de groupe qui est fait, comme on peut l'observer, sur tous les phénomènes de groupe et d'endoctrinement, comme les bandes de jeunes violents. Et ce que cela fait, c'est qu'on ne peut plus, comme il a été dit, on ne peut plus débattre de tous les sujets. Parce qu'il y a des sujets qui sont interdits. Si je peux réagir, oui. j'ai 2 petites choses à dire. D'abord, sur les bars.
enfin, au-delà de la question des femmes, il y a beaucoup de bars dans le Périgord, au fin fond de la France, où les femmes ne sont pas non plus les bienvenues en général. C'est pas le même. Mais non, elles C'est pas la même elles ambiance, sont probablement rares, mais elles sont les bienvenues. Ouais. C'est à quel point C'est complètement différent. ça peut dépendre. Ouais, ça, c'est un argument. Oui, oui. Sur la question du logement, ça tombe bien, je suis délégué à l'habitat, donc je peux en parler un petit peu de ce que c'est que le logement social, par exemple, à 50 ans en Yvelines et plus généralement Très dans rapidement, les parce qu'il nous Yvelines. reste à peine Oui, très une minute rapidement. 30, Mais faudrait- nous, en tout cas, on est favorable aussi à qu'il y ait du HLM partout et qu'il y ait une meilleure répartition. Le problème, c'est qu'il y a des villes qui ne veulent pas du HLM. Absolument, Et parce qu'ils ne veulent pas du HLM, c'est forcément nous, villes populaires, qui recueillons toutes les populations. Nous, on les accueille très bien, on prend notre part. On aimerait que les villes aussi un peu plus riches, souvent, les villes souvent de droite, fassent aussi au moins les 25%, les horribles 25% de HLM pour qu'ils puissent accueillir toute la population et qu'après on ne vienne pas nous voir, nous, à nous dire qu'on est des ghettos, alors que c'est eux les ghettos de riches. Je vous interromps. les ghettos de Non, pauvres Ce qui derrière. serait bien qu'à ce moment-là, les municipalités puissent choisir et non pas que ce soit l'État qui prenne 80% des attributions des logements. Félix, Il faudrait Félix peut-être aussi Deltour, accueillir non, moins non, de monde, Félix Deltour et Vincent Couronne pour conclure, parce que après il va falloir qu'on se quitte malheureusement. En quelques secondes, c'est cette idée du creuset républicain, elle est présente à l'école, elle est présente dans le logement, elle est présente dans les bassins d'emploi. Et la vraie question, c'est pas de se dire à combien de pourcentage on met les logements sociaux ou le nombre d'enfants issus de telle ou telle minorité dans les classes. C'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que les stratégies, ce qu'on appelle les stratégies d'évitement, qui existent beaucoup pour les attributions des établissements scolaires. Je viens d'une ville, sans la citer, où les parents sont devenus maîtres en la matière, avec soit la mise des enfants dans les institutions privées pour pas passer dans le public, soit avec des multiples adresses pour pouvoir être dans le bon établissement. Je pense que là où on a échoué depuis quelques dizaines d'années, c'est qu'on n'a pas donné envie aux gens de vivre ensemble. Quand on installe, et c'est vrai, tous les logements sociaux dans le même quartier, on a des stratégies d'évitement qui sont mises en place par toutes les populations qui le peuvent et qui le veulent, et certaines voudraient pouvoir aller s'installer ailleurs pour se rapprocher de leur emploi ou des établissements scolaires un peu plus prestigieux pour pouvoir y mettre leurs enfants et n'en ont pas les moyens. Donc l'idée, c'est plutôt de donner à tout le monde l'envie de vivre ensemble et de restreindre non pas la capacité de choisir librement le lieu où on habite, où on met ses enfants à l'école, mais en tout cas faire en sorte qu'il y ait plus d'incitation à vivre ensemble, à travailler ensemble et à mettre ses enfants dans les mêmes établissements, plutôt que de toujours chercher à trouver les moyens de permettre à certains de contourner au fond la règle. En un mot, Vincent Couronne, je crois que moi je dirais il faut renvoyer au livre La politique à la religion. Oui, ben en fait, effectivement, on parle de religion. Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Jean-Charles Lajoigny tout à l'heure, c'est-à-dire quand il parlait de cet enseignant, donc Didier Lemaire, qui n'était pas forcément très bien compris de ses élèves. Je pense que c'est un élément fondamental, en fait, c'est la pédagogie. Moi, en tant qu'enseignant, je n'ai jamais rencontré aucun problème vis-à-vis de mes étudiants, d'une intolérance ou de sujets qu'on ne pouvait pas aborder, tout simplement parce que je pense que si j'accepte leurs idées, enfin si j'accepte en fait qu'ils puissent débattre de leurs propres idées, ils acceptent ensuite en retour qu'on débatte des idées que moi je leur mets sur la table et qui peuvent parfois les heurter. Et ça, c'est de la pédagogie et il faut que tout le monde puisse se poser les bonnes questions, etc. Et il me semble, et pour terminer avec le livre, que ce livre, donc Politique, religion et laïcité, donc qui sort aujourd'hui, donc des surligneurs en librairie, est un livre qui justement aborde tous les sujets sur la religion et de manière extrêmement neutre, c'est-à-dire qu'on dit en fait quel est l'état du droit, quel est l'état de la pensée aujourd'hui sur ces sujets-là, et ensuite, une fois qu'on a les outils, on peut en débattre. Et Absolument. ça, c'est de la pédagogie et c'est salvateur pour la démocratie. Non. Je suis désolé, on est obligé, voilà, le temps qui nous est imparti, comme vous disiez, est passé. Merci infiniment à tous les six et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de PAF.